L'ophtalmologue, fondatrice de la clinique de la vision, Cathy El-Bouganem nous raconte aujourd'hui son parcours, l'évolution de la chirurgie réfractive et son combat pour la place des femmes en ophtalmologie. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision l'Expert. Connue pour ses compétences en chirurgie de la réfractive et de la cataracte, elle nous parlera également de son association, de la place des orthoptistes en ophtalmologie et de bien d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. C'est un plaisir de vous rencontrer. Comme la tradition le veut, je vais vous laisser vous présenter de façon sommaire. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis le docteur Cathy El-Bouganem, je suis chirurgien ophtalmologiste spécialisé en chirurgie réfractive et en cataracte. D'accord, très bien, merci. Donc on l'a dit, vous l'avez dit, chirurgie réfractive, cataracte, vous êtes passé par les 15-20. Quelles ont été les raisons du choix de l'ophtalmologie alors que tout s'ouvrait devant vous? En fait, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Certains et nombreux le savent, puisque mon père était ophtalmologiste chef de service à la Fondation Rothschild. Et lorsque j'avais 10 ans, j'avais fait un exposé sur l'œil. Mon père étant ophtalmologiste, la maîtresse m'avait donné ce sujet à faire. Et j'avais travaillé avec mon père ce sujet, évidemment. Donc je pense qu'il y avait déjà quelque chose qui m'avait fait plaisir, c'est-à-dire il avait pas beaucoup de temps à l'époque, et là il avait passé du temps avec moi, donc je pense que je m'étais ravie. Et du coup, je lui ai posé la question de savoir si l'été, il accepterait que je vienne avec lui au bloc opératoire. Donc, il a été un petit peu étonné par la question, mais il a accepté de m'emmener au bloc. Donc, je suis arrivée haute comme trois pommes au bloc. Donc, évidemment, la fille du chef de service qui arrive au bloc opératoire, tout le monde a fait attention à moi. Et puis, je me souviens très bien de ce message qu'il avait passé aux infirmières en leur disant, si vous voyez qu'elle va pas bien, vous la faites tout de suite sortir du bloc. Et j'ai été fascinée par cette chirurgie réellement. Je me souviens qu'un de ses assistants n'avait pas d'aide et il m'a demandé si j'acceptais de l'aider. Alors l'aider, c'était arroser l'œil avec des sérums biologiques. Donc ma mission n'était pas capitale, bien évidemment. Mais donc on m'a aidé en chirurgien. J'ai mis les gants et on m'a expliqué qu'il fallait que je ne touche à rien, sauf le petit flacon que j'avais et ou la seringue. Je pense que c'était une seringue à l'époque. Et voilà, j'ai passé cette matinée mais fascinée par cette chirurgie et je suis sortie de là en disant à mon père, je serai chirurgien ophtalmologiste. Et j'ai gardé, alors bien évidemment, il m'a dit, tu changeras progressivement. Lui aurait préféré que je fasse dentaire. Il trouvait que c'était plus court, plus adapté parce que j'étais quelqu'un qui aimait bien m'amuser. Je faisais beaucoup de sport à l'époque. Mais j'ai gardé ce cap, ce qui m'a sûrement beaucoup motivé pour passer les concours. D'accord, belle histoire. Et donc du coup, chirurgie réfractive, vous êtes fondatrice de la clinique de la vision. Les techniques sont énormément développées, donc ça a dû être génial de vivre ça de l'intérieur. Moi, je m'intéresse plus sur un côté plutôt commercial, business. Comment a évolué ce marché, finalement, depuis que vous êtes rentré? Alors, déjà, cette idée, elle était fantastique, créer le premier centre français de chirurgie réfractive, grâce à, effectivement, j'avais des associés qui avaient également un nom en chirurgie réfractive. On débutait cependant, c'était une spécialité qui n'était pas très courante. On a débuté avec un seul laser excimer. Et bien évidemment, on a évolué et grandi. Mais je dirais que le marché est resté assez stable. Quand on a commencé la chirurgie réfractive, on était persuadé d'une explosion qui n'a jamais eu lieu, même si il y a une croissance constante. Il n'y a pas eu la révolution, d'abord parce qu'on a fait peur à beaucoup et qu'il y a eu beaucoup de détracteurs qui ont empêché un petit peu cette évolution. On a encore beaucoup d'ophtalmologistes qui ne sont pas pour. On a des patients qui ne savent même pas encore que l'on peut corriger toutes les amétropies, tous les défauts de vision. Donc c'est une chirurgie qui est encore méconnue, même 30 ans après. Parce que la chirurgie réfractive, elle a 30 ans de recul. On a eu le premier laser excimer français au 15-20 en 1990. Donc c'est une chirurgie qui a fait ses preuves de son efficacité, de sa sécurité, de sa stabilité dans le temps. Mais ce n'est pas l'explosion. Donc
On publie, on fait des congrès. Je sors d'un congrès samedi dernier avec des orateurs prestigieux, toute la journée consacrée effectivement à la chirurgie active et aux innovations en ophtalmologie. Mais on n'a pas encore l'explosion, on l'attend. D'accord. Alors certains vont parler parfois d'avoir un coût assez élevé de ce type d'opération, mais finalement, si on vient le comparer au coût d'un port de lunettes à vie, finalement, c'est pas grand-chose. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si un jour la sécurité sociale pourrait pas rembourser ce type de chirurgie? Un petit peu, d'accord, parce qu'il y a effectivement, globalement, c'est un budget de 3 ans de lentilles. Et bon, si on compare au verre progressif, au verre progressif, effectivement, on a très vite, c'est la chirurgie. Lorsqu'on commence à être très vite et qu'on a besoin de verre progressif, là, car rappelons-le, la chirurgie réfractive s'adresse aussi au presbyte, que ce soit en laser ou en implant. Mais effectivement, sur le plan du budget, c'est une grosse somme à sortir, hein, bien évidemment. C'est un budget qui est autour de 3 000, 3 500 euros pour les 2 yeux, frais cliniques compris. Donc, c'est une grosse somme à sortir, on en est conscient. Mais ça, c'est vite rattrapé, puisque pendant des années, on n'aura plus ni lunettes ni lentilles. Et donc, c'est très vite, effectivement, on a équilibré sur le plan budgétaire. Alors, quant à la sécurité sociale, bien évidemment, cependant, elle rembourse mal les lunettes, mal les lentilles. Mais il y a des mutuelles, par contre, qui commencent à prendre en charge la chirurgie réfractive parce qu'ils se sont rendus compte que de rembourser les lunettes des patients, ben, c'était plus économique de leur rembourser une partie pour se faire opérer. Très bien. Parmi pour toutes vos activités, vous êtes également organisatrice de congrès depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous apporte cette activité finalement assez différente de votre métier de base de médecin? Alors, j'adore organiser des événements. Donc ça, je me souviens que quand j'étais interne, j'organisais des week-end ski, j'ai été économinette, comme on appelait l'associé de l'économe à l'époque. J'adorais participer au tonus. J'ai toujours aimé organiser des événements. Et puis, on m'a proposé, il y a plus de 20 ans maintenant, d'organiser à l'île Maurice un congrès à la du ministère de la Santé, que l'information vienne aux Mauriciens qui ne pouvaient pas, eux, se déplacer. Donc, j'ai organisé le premier grand congrès de ma carrière, effectivement, à cette époque-là. C'était en 2003, donc ça remonte à un certain temps. J'avais organisé au 15-20 des petites réunions hein, de 2 heures le soir, déjà sur la chirurgie réfractive. Donc, j'avais déjà une petite pratique. C'est pour ça que les gens sont un petit peu venus à moi. Et j'ai organisé cet événement qui a beaucoup plu, à la fois aux Français qui se sont déplacés, qui m'ont suivi. J'ai réussi à fédérer un nombre important de donateurs. Et du coup, je pensais faire une réunion de ce type-là, et puis de manière tout à fait ponctuelle et m'arrêter là. Et quand je suis partie, on m'a demandé de refaire l'événement, ce qui fait que j'ai continué. Je l'ai fait plusieurs fois là-bas. Et puis, j'ai eu des demandes aussi. On est allé en Argentine, on est allé au Chili, on est allé en Tunisie. Donc, on a fait des réunions régulières à l'étranger. Et puis, j'ai commencé à organiser effectivement des réunions aussi en France. Donc, j'ai fêté la 15e samedi dernier. Donc, ça fait 15 ans effectivement que j'organise à Paris des réunions sur la chirurgie réfractive et puis les innovations. Ça plaît beaucoup. J'ai la chance d'avoir fait partie des sociétés savantes puisque j'étais présidente de la SAPIR, j'ai été vice-présidente de la Société française d'ophtalmo. La SAPIR, c'est la société de chirurgie réfractive et de cataracte. J'ai été vice-présidente de la SFO. Donc, j'avais des contacts avec les orateurs facilement, puisqu'on me connaissait un petit peu. Et donc, j'avais la chance de pouvoir inviter des orateurs prestigieux, parce que je les connaissais bien, ils acceptaient mes invitations. Donc, quand vous avez des orateurs prestigieux, vous avez un auditoire. Et puis, voilà, ça fait boule de neige. Donc, on a commencé à la clinique de la vision, qui est très vite devenue trop petite. Grâce à Tan Chang et Dan Busson, on a été à l'hôpital américain. Puis, c'était devenu trop petit. Et donc, maintenant, on est au Cloud Center avec un amphithéâtre qui était vraiment surbooké samedi, où on a un amphithéâtre de 200 places qui était vraiment plein craqué. Donc, voilà, et c'est cette réussite, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il y a une présence, il y a une demande, fait que bah, tous les ans, je me dis, bah, je vais m'arrêter à 5, 10, 15, voilà. Puis l'année prochaine, je pense que je vais en faire une 16e. D'accord, et vous replongez chaque année. Voilà. Très bien. Alors, vous l'avez dit, vous êtes une ancienne présidente de la SAPHIR, vice-présidente de la SFO.
On voit actuellement qu'en France, si mes sources sont bonnes, on a une parité homme-femme parmi les ophtalmos, donc du coup 50% de femmes, 50% d'hommes, à très peu de choses près. Et pourtant, vous créez la SOFEM. Quelles ont été vos motivations? Alors en fait, comme je vous l'ai dit, hein, je participe beaucoup, j'organise des congrès, mais je suis oratrice très, très souvent, bien évidemment. Et je suis souvent aussi modératrice. Modératrice, ça veut dire effectivement celle qui organise la session dans laquelle on est oratrice. Je me suis rendu compte, et puis en étant effectivement dans les sociétés savantes, je me suis rendu compte que vous avez tout à fait raison, 52% de femmes en ophtalmologie au début. Et lorsque vous montez dans la hiérarchie, bien évidemment, il y a une espèce de pyramide. Et lorsque vous allez dans les congrès, vous avez extrêmement peu de femmes sur les podiums. Et j'adore, moi, enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est transmettre. C'est pour ça que je suis restée au 15-20, plus de 35 ans. C'était surtout pour enseigner la chirurgie et puis ce que je savais aux jeunes. Et c'est vrai que la transmission, pour moi, c'est très important. Et je me suis rendu compte, vraiment aux différentes occasions où j'étais oratrice ou modératrice de session, que j'étais toute seule au milieu d'un panel d'hommes. Et que j'ai présidé pendant quelques années. Et j'ai compté le nombre de femmes qu'il y avait sur 10 ans. Et sur 10 ans, on était entre 8 et 15%. Ce qui est donc un pourcentage extrêmement faible quand on considère effectivement que l'ophtalmologie est une spécialité féminine, puisqu'on a 52% de femmes parmi les internes. Donc, j'ai confirmé le sentiment que j'avais, qu'il y avait peu de femmes sur les podiums. Alors, elles sont dans l'auditoire. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que les hommes ont dit. Ils m'ont dit, mais il y a plein de femmes en ophtalmo. Je dis, oui, il y a plein de femmes en ophtalmo, mais elles ne sont pas à côté de toi, elles sont devant toi. Et j'ai eu cette idée-là, j'en ai parlé à deux amis et ils sont aussi dans les congrès, etc. Et puis elles m'ont dit effectivement, et je leur ai dit que voilà, je pensais qu'on pourrait créer une société pour pousser un petit peu les jeunes à monter sur les podiums, parce que en fait, je me suis rendu compte, moi, je le dis souvent, c'est-à-dire que le fait de faire partie des sociétés savantes, de parler dans les congrès et d'être je dirais pas égal à égal, mais d'essayer de l'être en tout cas, avec des orateurs très prestigieux à qui vous pouvez poser une question en off et ils vous répondent tout de suite sans avoir à prendre le micro, poser une question dans une salle, ce qui est beaucoup plus intimidant et qu'on n'ose pas obligatoirement faire. Moi, je ne sais pas à l'époque, c'est-à-dire je prenais pas le micro devant un amphi de 200 personnes. Par contre, vous êtes à un dîner d'orateurs, vous êtes à côté d'un orateur dans un congrès, vous osez lui poser des questions. Et être à côté des experts, bah, ça m'a beaucoup, beaucoup enrichi et ça m'apporte beaucoup. Et donc, je me suis dit, je voulais que les femmes comprennent qu'il fallait faire un effort au départ parce qu'évidemment, on a des bâtons dans les roues. On s'en met nous déjà parce que par la maternité, par le fait qu'il faut garder les enfants, que globalement, culturellement, c'est encore les femmes qui restent un peu à la maison quand le gamin est malade ou qu'il y a à les accompagner à droite à gauche. Donc, ça reste encore les femmes, même si c'est beaucoup moins dans la génération qui vient, mais malgré tout. Et donc, je voulais les convaincre qu'il fallait faire un petit effort et que l'effort en valait la peine. Donc, j'ai créé cette société. J'ai, par chance, donc, je des contacts avec des femmes exceptionnelles. Donc, je les ai sollicitées. Elles n'ont pas mis mon mail à la poubelle. Elles m'ont écouté mes arguments. Et puis, au départ, j'avais sollicité beaucoup de femmes, mais j'en avais d'autres d'ailleurs que je voulais solliciter. Puis, j'ai commencé par celles que je connaissais le mieux. Et puis, j'ai demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour faire partie du conseil d'administration? Au début, j'avais dit avec mes cofondatrices Barbara Amine et Marie Vesrop, on était toutes les trois. Et puis, on s'est dit, on va envoyer une vingtaine d'invitations. Et puis, on en aura bien 10 qui vont dire oui. Elles ont toutes dit oui. Et donc, on s'est arrêté là, parce qu'on avait un CA qui était largement constitué. Et voilà, donc j'ai cette chance aussi d'avoir été suivie. Et on a fait, comme moi, la seule chose que je sache faire, c'est organiser un congrès. On a fait le premier congrès qui a eu lieu l'année dernière, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup de détracteurs aussi. Mais comme il a eu beaucoup de succès, que les gens ont, en fait, après, les gens ont compris notre démarche. Je pense que une fois que le congrès a eu lieu, les gens ont compris un petit peu la démarche. Alors beaucoup au début m'ont dit mais tu penses que effectivement faire un congrès ça va faire avancer les choses. Je dis non, pas obligatoirement, mais en tout cas ça fait parler un petit peu
ça motive, ça explique. Et du coup, c'est sûr que si je fais rien, ça progressera pas rapidement. Je dis pas que je vais faire changer les mentalités en 24 heures, mais voilà, on a parlé beaucoup de ça. J'ai eu la chance d'être invitée à un colloque à organiser Donner des ailes à la santé qui s'occupe aussi beaucoup de pousser les femmes en médecine. Donc du coup, bah, on parle de la SOFAM et j'espère que effectivement cette idée de pousser les femmes à parler, voilà, ça va progresser. Donc sur la première édition, j'avais inversé le pourcentage et tout le monde a pensé que c'était un congrès de femmes. Quand on organise un congrès qui a 15% de femmes au milieu d'hommes, on ne dit pas que c'est un congrès d'hommes, on dit que c'est un congrès mixte. Quand une femme organise un congrès avec 15% d'hommes, on dit que c'est un congrès de femmes. Mais je pense que les hommes ont maintenant compris, et les femmes aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas aimé cette démarche et qui ne l'ont pas comprise. Et l'année prochaine, on va essayer d'équilibrer, d'avoir quelque chose de plus paritaire. D'accord, donc votre touche personnelle à la cause de la place de la femme dans la société. Voilà, exactement. Donc, moi, je ne sais pas trop, je suis pas très politique, je ne sais pas trop faire, donc je sais organiser des congrès, je sais motiver les gens, je suis un petit peu, voilà, j'arrive un peu à fédérer, et donc, du coup, on va faire la deuxième édition de la SOFAM le 3. Super. Très bien. Maintenant, on va parler d'une profession qui, elle, est très, très féminisée, les orthoptistes, puisque vous avez aussi, vous, vécu, du fait de votre carrière, l'arrivée de l'orthoptiste dans le travail aidé et son évolution jusqu'à aujourd'hui, le fait qu'elles s'émancipent presque, puisque désormais, elles vont avoir le droit de prescrire, elles l'ont déjà, mais les décrets d'application vont paraître. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a fait que finalement, d'une place d'assistante au départ, hein, spécialisée, eh bien désormais, elles vont prendre un petit peu leur chemin, parfois un peu dissocié de l'ophtalmo. Alors, en fait, effectivement, moi, quand j'ai commencé ma carrière, hein, maintenant, je commence à avoir une petite bouteille. Quand j'ai commencé ma carrière, l'ophtalmologiste travaillait seul dans son cabinet, aidé par un secrétariat. Et puis, en fait, l'ophtalmologie, il y a énormément de techniques, il y a énormément d'imagerie. Et donc, il y avait des examens complémentaires importants à faire pour chaque bilan, que ce soit enfin, que l'on fasse de la chirurgie réfractive et de la cataracte comme moi, ou bien de la rétine. Hein. On a énormément d'imagerie, on devient presque équivalent au radiologue. Quoi. On est vraiment très, très aidé par la technique, la technologie et l'imagerie. Et donc, il fallait arriver à déléguer parce que sinon, une consultation durait plus d'une heure. Et donc, on a commencé à déléguer effectivement aux orthoptistes qui nous aidaient beaucoup et qui nous aident toujours beaucoup. Donc, effectivement, on a aujourd'hui cette consultation aidée qui a permis également d'augmenter, de raccourcir les délais. En fait, hein, ça nous a permis aussi de voir plus de patients, même en consultation classique, dans les bilans classiques. Les consultations maintenant se font essentiellement en binôme, hein, c'est-à-dire que vous avez une orthoptiste et un ophtalmologiste, une ophtalmologiste ou un orthoptiste, hein, c'est mixte dans les deux sens. Et effectivement, ce travail aidé nous a permis de raccourcir nos délais, même dans des zones où moi je suis installée en plein centre de Paris. Effectivement, à un moment donné, les délais étaient un petit peu longs. Alors pour Paris, si vous voulez, dépasser le mois, ça paraît totalement ridicule pour ceux qui sont dans des déserts médicaux. Mais effectivement, notre patientèle, elle est habituée en plein centre de Paris à avoir un rendez-vous relativement rapide. Et c'est vrai que quand vous proposez un rendez-vous dans 2-3 mois, les patients parisiens qui étaient habitués à avoir des rendez-vous plus proches chez moi, ont trouvé que c'était un petit peu long. Et donc, j'ai commencé par prendre l'orthoptiste que j'avais pour faire mes bilans de chirurgie. Je l'ai également maintenant au quotidien avec moi. Alors, c'est toujours la même chose. Après, on peut tomber dans la dérive. C'est-à-dire, effectivement, on l'a vu, hein, il y a des centres qui ont profité de cette possibilité de déléguer l'ophtalmologie pour mettre des orthoptistes. Il n'y avait pas d'ophtalmo, il n'y avait rien, il y avait pas et puis c'était plus ou moins légal. D'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, permet puisque ils ont dépassé le cadre légal autorisé. Et puis, effectivement, le fait que des orthoptistes puisqu'elles font les réfractions, puissent valider effectivement les ordonnances de la réfraction. Alors, c'est bien quand on a des orthoptistes qui sont parfaitement formés, qui ont une très grande expérience
et elles l'ont pour la grande majorité des cas. Maintenant, le fait de valider médicalement une ordonnance médicale, c'est toujours une sécurité. Et c'est ce qu'on fait nous dans le cabinet et dans beaucoup d'autres sens. C'est-à-dire qu'on travaille avec des orthoptistes, ils sont avec nous et évidemment, on vérifie ce qui a été fait. D'accord, alors du coup, pour résumer, vous trouvez que désormais, orthoptistes qui puissent s'installer où elles veulent et valider des ordonnances, bonne chose ou mauvaise chose? C'est-à-dire que si l'orthoptiste, effectivement, fait des réfractions et qu'il y a la possibilité pour un ophtalmologiste de valider l'ordonnance, je trouve que ça paraît une bonne chose. D'accord. Parce que de toute façon, il y a également le problème de la sécurité, hein, puisque une orthoptiste qui va voir quelqu'un pour une réfraction, elle ne validera pas le côté médical. Et donc, du coup, si le patient venait avoir un souci, qui va être responsable? On est bien d'accord, c'est le problème. Et nous, on s'est beaucoup battu, effectivement, pour que ça ne puisse pas faire tout et n'importe quoi aussi chez les opticiens. Hein, c'est toujours la même chose. C'est sûr que on est proche de 100% dans la qualité, il ne faut pas exagérer, mais effectivement, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des retards de diagnostic, et c'est surtout ça. On parle beaucoup aujourd'hui en médecine de prévention. Et donc, si vous voulez, le fait de faire un bilan avec un ophtalmologiste à côté, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait dans la majeure partie des cas, vous avez la réfraction qui est faite par l'orthoptiste, mais ensuite, vous voyez le patient, vous validez l'ordonnance, mais vous avez aussi une mesure de la tension, un examen du fond d'œil. Donc, vous avez un bilan complet, qui, même s'il est rapide, parce qu'effectivement, on est aidé, vous permet d'avoir une vue globale de l'état ophtalmologique du patient sur le plan médical, et ça, c'est très important. C'est certain. Je vous rejoins là-dessus. Plus largement, en sortant du micro-phénomène de l'autopsie, mais si on vient y rajouter l'intelligence artificielle, pas mal de choses qui sont rentrées sur le marché de l'ophtalmologie, est-ce que vous avez une vision du marché justement dans une vingtaine d'années? Alors, c'est difficile. C'est sûr que notre métier est en pleine mutation. C'est-à-dire que effectivement, la technologie, l'imagerie et du coup l'intelligence artificielle, parce que le fait d'avoir énormément d'images qui peuvent être analysées rapidement va faire que nous allons être aidés. Alors, est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'expérience? Très probablement à un moment, oui. Mais je pense que aujourd'hui, alors peut-être que je suis pas assez visionnaire, mais ça me paraît rassurant de savoir que quelqu'un va contrôler cela. On est aidé. C'est sûr que de faire un diagnostic, ça sera sûrement des éléments aidants, vraiment. Mais le fait d'avoir un médecin ou un chirurgien derrière qui peut effectivement valider le diagnostic que va faire l'intelligence artificielle, ça me paraît quand même encore aujourd'hui en 2023 important. Peut-être qu'effectivement en 2050, ça sera plus le cas. On en reparlera à ce moment-là. Exactement. Dernière question, docteur, et je vous embête plus. Quel conseil vous donneriez à un jeune ophtalmologue qui souhaite s'installer demain, seul ou en groupe? Alors, seul, compliqué. Je dirais que s'il est seul, c'est compliqué parce que aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure de l'imagerie, il faut considérer déjà que le matériel d'ophtalmologie pour s'installer pour un cabinet de base est extrêmement cher. C'est du matériel qui devient très vite obsolète. On parlait de mon père tout à l'heure, il a fait sa carrière avec le même matériel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'évolution. On avait sa lampe passante, le projecteur de test, et c'était tout. Et aujourd'hui, si vous voulez, avoir une unité de consultation digne de ce nom, qui soit vraiment de qualité, on avoisine les 100 000 euros. Donc, c'est du matériel qui est extrêmement cher, mais vous n'avez pas fini. Après, il vous faut de l'imagerie pour le fond d'œil, il vous faut beaucoup de choses. Donc, on a aujourd'hui une technologie qui nous permet d'un autre côté de voir plus de patients parce que les examens sont rapides et on a vraiment des images de bonne qualité, donc on fait très facilement les examens. De commencer le matin à 7 heures et de terminer à 22 heures, pour stabiliser tout ça, c'est compliqué parce qu'en plus il y a l'obsolescence, c'est-à-dire que 5 ans après, quasiment, il faut renouveler. Donc tout seul, c'est compliqué. Donc je pense que déjà, il faut
L'orthoptise, je pense que maintenant, ça devient quasiment indispensable, justement parce que ça vous permettra de raccourcir les délais et de voir un petit peu plus de patients. Et moi, personnellement, on est installé à Paris. On est 8 dans le cabinet et je trouve très sympathique d'être installé en groupe. D'abord, vous avez effectivement un partage du matériel, des secrétaires, etc. Et puis, je trouve très agréable de pouvoir demander des avis ou d'avoir une communication un petit peu conviviale des choses. Après, ça, c'est mon côté un peu personnel. J'aime être entourée, donc ça me fait plaisir d'être en groupe. Mais voilà. Mais je pense qu'en tout cas, si on s'installe, effectivement, il vaut mieux avoir une ou deux orthoptistes avec soi pour raccourcir les délais et optimiser son environnement de consultation. Très bien, mais écoutez docteur, on arrive à la fin de cette interview, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour éventuellement un autre épisode. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Donc voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Pour moi, ça a été un véritable plaisir que de recevoir le Dr Al Bouganem, une femme forte avec un parcours des plus inspirants. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous souhaiteriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.